Cette séquence s'inscrit dans le cadre de l'étude sur la gestion des flux de glucose, une source essentielle d'énergie des cellules musculaires. Nous allons aborder dans un premier temps l'approvisionnement des muscles en nutriments. La consommation de glucose est proportionnelle à l'intensité de l'exercice physique pratiqué. Plus l'effort demande de produire une quantité importante d'énergie, plus le muscle va consommer des molécules énergétiques comme le glucose. Le muscle peut s'approvisionner en glucose selon deux modalités principales. Il peut d'abord utiliser ses propres ressources énergétiques qui se trouvent sous la forme de réserves de glycogène musculaire. Pour cette préparation microscopique de muscles observés en coupe transversale, on a utilisé une coloration spécifique du glycogène qui apparaît à gauche en rose violacé dans le muscle au repos. Sur la micrographie de droite correspondant à un muscle après contraction, on peut constater que la coloration a disparu, ce qui montre que le muscle a consommé ses réserves énergétiques de glycogène. Lorsque le muscle a épuisé ses propres réserves énergétiques, il va être approvisionné en glucose grâce à la circulation sanguine. Le sang artériel permet d'apporter du glucose au muscle. Le sang veineux qui ressort du muscle possède alors une teneur faible en glucose car celui-ci a été consommé par les muscles. L'échange de glucose au niveau du muscle est lié à la présence d'un riche réseau de capillaires sanguins. Au repos, les sphincters précapillaires sont fermés, ce qui réduit la circulation sanguine et donc les échanges de nutriments au niveau du muscle. En revanche, au cours d'un effort, les sphincters sont ouverts, ce qui permet un approvisionnement accru du muscle en métabolites énergétiques. La gestion des flux de glucose est donc indispensable au bon approvisionnement du muscle et nécessite par conséquent une régulation de la glycémie. La glycémie correspond au taux de glucose sanguin. On étudie ici les variations de la glycémie au cours d'une journée type. On peut constater que la glycémie varie au cours d'une journée, en particulier à la suite d'un repas riche en glucose. Mais on constate dans le même temps que malgré les apports et les dépenses énergétiques variables au cours de la journée, la glycémie est maintenue constante autour d'une valeur proche de 0,9 g par litre. On dit que la glycémie est une constante biologique. Il s'agit de l'homéostat glycémique. On cherche à comprendre comment s'effectue la régulation de la glycémie en fonction des apports et des dépenses énergétiques. On peut proposer comme hypothèse qu'il doit exister des organes de stockage du glucose capables de stocker les glucides ingérés au cours des repas, puis de libérer le glucose en fonction des besoins. On se propose de rechercher à travers une démarche expérimentale les organes de stockage du glucose. On sait que le muscle contient des réserves de glycogène lui permettant de produire une partie de l'énergie nécessaire à sa contraction. On propose l'hypothèse que le foie est lui aussi un organe de stockage du glucose. On sait par ailleurs qu'une ingestion excessive de sucre entraîne une métabolisation des glucides en lipides, stockés dans le tissu adipeux qui constitue alors à son tour un organe de stockage. Étudions l'expérience historique du foie lavé. L'objectif est de mettre en évidence la capacité du foie à stocker et à libérer du glucose, permettant ainsi une régulation de la glycémie à la hausse ou à la baisse. À partir d'un échantillon de foie frais, on découpe des petits morceaux que l'on dépose dans un bécher contenant de l'eau distillée. On réalise alors un premier test de dépistage du glucose qui s'avère positif. Dans un deuxième temps, on récupère les morceaux de foie que l'on va rincer très soigneusement pendant de longues minutes sous un filet d'eau claire afin d'éliminer les éventuels dépôts de glucose qui pourraient exister. On plonge ensuite ces morceaux dans un bécher contenant de l'eau distillée et on réalise immédiatement un test de dépistage du glucose à l'aide d'une bandelette test. Cette fois-ci, le test est négatif, ce qui signifie qu'il n'y a pas de glucose dans l'eau distillée. On réalise le même test 20 minutes plus tard afin de vérifier si dans cet intervalle de temps, les morceaux de foie ont libéré du glucose dans l'eau. On constate alors que le test est devenu positif, ce qui signifie que les morceaux de foie ont libéré du glucose dans l'eau distillée. Le foie est donc un organe capable de stocker et de libérer du glucose. Si on réalise la même expérience avec d'un côté à gauche des morceaux de foie et à droite des morceaux de muscle, on peut constater que le muscle est incapable de libérer du glucose dans le sang.
Ces réserves de glycogène sont qualifiées de réserves privées, dans la mesure où elles servent au muscle lui-même et ne participent en rien à la régulation de la glycémie. Dans le muscle, les réserves de glycogène permettent de fournir du pyruvate nécessaire à la production d'énergie sous la forme d'ATP, soit par le biais de la fermentation lactique, soit par le biais de la respiration mitochondriale. La transformation des réserves de glycogène en glucose nécessite un équipement enzymatique particulier dans les cellules, par exemple la présence d'une glucose 6-phosphatase. Or, le muscle ne possède pas cette enzyme, ce qui explique qu'il ne peut pas restituer du glucose au sang pour participer à la régulation de la glycémie. Le muscle n'est donc pas un organe impliqué dans la régulation de la glycémie. Nous allons aborder maintenant le servomécanisme du maintien de la glycémie, c'est-à-dire les modalités de la régulation de la glycémie. Dans cette expérience historique réalisée sur un chien, on cherche à mettre en évidence le rôle du pancréas dans la régulation de la glycémie. Au début de l'expérience, la glycémie est normale, proche de 1 g par litre. 3 heures après le début des mesures de la glycémie, on réalise une ablation du pancréas. On constate alors une augmentation progressive de la glycémie qui va atteindre une hyperglycémie supérieure à 3 g par litre. On réalise ensuite une série d'expériences dans lesquelles le pancréas va tantôt être relié à la circulation sanguine, tantôt être supprimé. Dans ces expériences, le pancréas est greffé à un endroit éloigné de sa position initiale, normalement proche de l'intestin. Intéressons-nous alors aux résultats présentés dans le graphique. Au tout début de l'expérience, le pancréas a été enlevé et on constate une hyperglycémie importante qui va atteindre 4 g par litre. On réalise alors la greffe du pancréas, ce qui entraîne une chute de la glycémie qui va retrouver sa valeur de consigne proche de 1 g par litre. Dès que l'on supprime à nouveau le pancréas, la glycémie réaugmente. On peut donc affirmer que le pancréas est un organe qui régule la glycémie et qui a en particulier un effet hypoglycémiant, c'est-à-dire qu'il fait baisser la glycémie pour la ramener à sa valeur de consigne. Dans la mesure où le pancréas a été greffé à un endroit inhabituel, on peut envisager que son mode d'action repose sur la production d'hormones circulant dans le sang. Pour le démontrer, on récupère des extraits pancréatiques que l'on injecte dans le sang d'un animal sain dont la glycémie de départ est de 1 g par litre. On constate alors que l'injection de l'extrait pancréatique entraîne une chute de la glycémie, ce qui est la preuve que le pancréas produit en particulier une hormone hypoglycémiante qui a la propriété de faire baisser la glycémie. Cette hormone hypoglycémiante est l'insuline. On montre à l'aide de ces deux graphiques que l'injection d'insuline est suivie d'une augmentation de l'insulinémie, c'est-à-dire de la concentration sanguine en insuline, et une diminution de la glycémie, c'est-à-dire de la concentration sanguine en glucose, ce qui confirme l'effet hypoglycémiant de l'insuline. Il s'agit donc d'une hormone qui est produite par le pancréas dans une situation d'hyperglycémie, par exemple à l'issue d'un repas, afin de faire baisser la glycémie pour assurer un retour à la valeur de consigne de 1 g par litre. Il doit donc exister à contrario une autre hormone, sécrétée dans le cas d'une hypoglycémie, et dont l'effet serait au contraire de faire augmenter la glycémie. Cette hormone est le glucagon, produite aussi par le pancréas. On peut en effet constater sur ce graphique que la perfusion de glucagon, ici à une dose de 2,5 microgrammes par minute, entraîne une augmentation de la glycémie. Glucagon et insuline sont donc deux hormones pancréatiques aux effets opposés. Dans ce graphique, on observe les variations de sécrétion du glucagon et de l'insuline en fonction de la valeur de la glycémie. La lecture du graphique dans le sens d'une augmentation de la glycémie, par exemple après un repas riche en glucides, montre une diminution de la production de glucagon et une augmentation de la production d'insuline pour faire face à cette hyperglycémie passagère. Lu dans l'autre sens, une diminution de la glycémie, par exemple au cours d'un jeûne prolongé, entraîne une diminution de la production d'insuline et une augmentation de la production de glucagon. Insuline et glucagon sont deux hormones produites en miroir l'une de l'autre. Quand l'une augmente, l'autre diminue. Dans ce nouvel exemple, on constate qu'à la suite d'un repas, la glycémie augmente,
ce qui entraîne une augmentation de la production d'insuline et dans le même temps une diminution de la production de glucagon. Au contraire, au cours d'un jeûne prolongé, on constate une baisse lente et régulière de la glycémie qui s'accompagne d'une diminution de la production d'insuline et d'une augmentation de la production de glucagon. Quels sont les organes endocrines qui sont producteurs de l'insuline et du glucagon? L'observation du pancréas au microscope permet de montrer l'existence de deux types de tissus pancréatiques spécialisés. On trouve dans le pancréas un tissu exocrine constitué des acinus pancréatiques producteurs des sucs pancréatiques digestifs. On y trouve aussi un tissu pancréatique endocrine constitué des îlots de Langerhans. Afin de déterminer les lieux de production de l'insuline et du glucagon, on a recours à la technique d'immunofluorescence. On utilise des anticorps spécifiques soit de l'insuline, soit du glucagon. Chaque catégorie d'anticorps est couplée à une molécule fluorescente de couleur rouge pour le glucagon et jaune pour l'insuline. Les cellules bêta situées au centre de l'îlot de Langerhans sont le siège de la production d'insuline et les cellules alpha situées à la périphérie sont le lieu de production du glucagon. Pour terminer cette séquence, nous allons aborder l'action de l'insuline et du glucagon au niveau des organes de réserve. A l'aide de ce graphique, on étudie les effets de l'insuline et du glucagon sur l'incorporation du glucose dans le glycogène, c'est-à-dire la transformation du glucose en glycogène. On travaille en fonction de la concentration en hormones. On peut constater que plus la dose d'insuline augmente, plus le glucose est incorporé dans des molécules de glycogène pour former des réserves à l'intérieur des organes de stockage comme le foie. A l'inverse, plus la dose de glucagon augmente, plus l'incorporation du glucose dans le glycogène diminue, ce qui empêche la formation des réserves. On peut même constater que sous l'effet du glucagon, la concentration de glycogène à l'intérieur du foie diminue, ce qui signifie que le glucagon est une hormone qui agit sur la transformation du glycogène en glucose. Les hormones insuline et glucagon agissent sur leurs cellules cibles par l'intermédiaire de récepteurs spécifiques. Une augmentation de la glycémie consécutive à la prise d'un repas est détectée au niveau des cellules bêta des îlots de Langerhans du pancréas, qui jouent le rôle de capteurs des variations glycémiques. Il s'ensuit une production d'insuline par les cellules bêta. Libérée dans le sang, l'insuline joue le rôle de messager chimique qui va agir au niveau des effecteurs de la régulation glycémique comme le foie, les muscles ou le tissu adipeux. En se fixant à ces récepteurs, l'insuline déclenche le stockage du glucose. Dans le cas contraire, une chute de la glycémie, par exemple au cours d'un effort ou d'un jeûne prolongé, est détectée par les cellules alpha des îlots de Langerhans du pancréas. Les cellules alpha produisent le glucagon, qui va agir sur ces cellules cibles du foie, entraînant une libération de glucose. Le stockage, ou au contraire la libération de glucose, permet de maintenir la glycémie à sa valeur de consigne proche de 1 g par litre. On peut terminer en précisant que dans le cas d'une hyperglycémie, l'activité des cellules bêta productrices d'insuline augmente pendant que l'activité des cellules alpha productrices de glucagon diminue. C'est l'inverse qui se produit dans le cas d'une hypoglycémie. Ce mécanisme de régulation de la glycémie est qualifié de servomécanisme.